Mon patron m'a demandé 30 € pour une danse du ventre. Cette nuit-là, j'aurais dû ne pas ouvrir cette porte. Non, pour être honnête, mon désir a ouvert cette porte. Seulement 30 €. Ma curiosité superficielle, cédant à ce prix dérisoire, ne pouvait imaginer le désastre qu'elle allait provoquer. Jean-Luc Dubois, chauffeur de poids lourd depuis 20 ans, va vous raconter l'histoire de cette aube qui a bouleversé sa vie ordinaire. Avant de commencer, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. J'aimerais saluer chacun d'entre vous. Quelle pluie battante, on aurait dit que le ciel s'était déchiré. Les gouttes frappaient le pare-brise si fort que mon camion de 25 tonnes en vacillait. Il était 2 heures du matin, quelque part sur l'autoroute A6, direction sud. À 7 heures, pas un chat dans ce parking réservé aux poids lourds. Seul le bruit assourdissant de la pluie, moi, et l'odeur rance d'un homme seul depuis 3 ans. Soupir. Ma chérie, la nuit est si longue depuis ton départ, n'est-ce pas? Ma femme, sur la photo, souriait comme au printemps, il y a 3 ans. Franchement, ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on perd tout désir. Dormir seul dans mon camion par une nuit pluvieuse, j'avais le corps tout engourdi et une étrange lourdeur en bas du ventre. Impossible de dormir. Cette cabine, ma maison et ma chambre depuis 3 ans, la solitude, j'en avais marre. J'allais incliner mon siège et allumer une cigarette quand. Toc toc. Ouah, sursaut. C'était un coup si violent à la fenêtre que j'ai cru qu'elle allait voler en éclats. Mon cœur a failli sortir de ma bouche. Qui est là? Un voleur? Ou un fantôme? Par un temps pareil, au fond d'une aire de repos où tout le monde dort, il n'y a aucune raison qu'il y ait quelqu'un. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai serré ma clé à molette et jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Un éclair a illuminé une femme. Sans parapluie, elle était trempée jusqu'aux os. Sa tenue était révélatrice, une fine robe fleurie, presque transparente, collée à son corps par la pluie. Elle devait avoir mon âge. Son visage était pâle, ses lèvres d'un rouge écarlate. À première vue, c'était une femme avec une histoire ou une femme de la nuit. J'ai toussé et baissé un peu la fenêtre. Qui êtes-vous? La femme a penché son visage mouillé vers la fenêtre. L'odeur de son maquillage lourd, mêlée à celle de la pluie, était étrangement enivrante. Monsieur, ouvrez-moi la porte s'il vous plaît. Sa voix était rauque. Elle tremblait. Était-ce le froid ou l'envie de séduire? J'ai feint la prudence. Mais, à cette heure-ci, que faites-vous ici? Y a-t-il un problème? La femme a hésité, puis m'a regardé droit dans les yeux. Monsieur, pour 30 €, je ferai tout ce que vous voulez. 30 €? Mon cerveau a tourné. Où trouve-t-on une femme pour 30 € de nos jours? Même les vendeuses de cigarettes au marché ne le feraient pas pour ce prix. Mais cette femme ne demandait pas d'argent, elle disait que 30 € suffirait. Était-ce une offre? Honnêtement, j'étais tiraillée. Ma femme était morte, j'étais seule, il pleuvait dehors, et la silhouette de la femme, moulée par la robe fleurie mouillée, me fit déglutir. Que ferais-tu pour 30 €? Le mot m'a échappé. La femme s'est mordu les lèvres et a murmuré. Je ferai tout ce que vous me demanderez, monsieur. Tout. Juste, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Tout ce que je te demanderai. Ces mots m'ont fait perdre la tête. Au diable, que ce soit un fantôme ou une vendeuse de cigarettes. Je m'ennuyais à mourir cette nuit. Vous allez prendre froid. Montez. Dès que j'ai déverrouillé la porte, la femme s'est précipitée, ouvrant la portière passager à la volée. Quand la porte s'est refermée avec un claquement, l'odeur de femme a instantanément rempli l'habitacle. Un mélange de parfums bon marché, d'eau de pluie et de l'odeur de sa peau. Elle s'est recroquevillée, tremblant de froid, sa cuisse blanche apparaissant sous sa robe fleurie. J'ai mis le chauffage et l'ai examinée du coin de l'œil. De près, elle était plutôt jolie. Elle semblait avoir traversé des épreuves, mais il y avait quelque chose de provoquant en elle. Merci. Merci, monsieur. Ju es et Karmava. Non, ne me remercie pas. Tu as dit que 30 € suffirait, n'est-ce pas? On le fait ici, ou on va dans un endroit plus tranquille? J'ai posé la question sans détour. Après tout, je payais 30 € pour en profiter, pourquoi tourner autour du pot? Mais la femme ne répondait pas. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, comme si elle était surveillée. Puis elle a fouillé dans sa poche, a sorti quelques billets de 10 € froissés et trempés, et s'est arrêtée. En ajustant sa robe mouillée, j'ai remarqué quelque chose. Sous la lumière du plafonnier, une tache rouge commençait à apparaître sur l'intérieur de sa manche fleurie. Ce n'était pas de la pluie, c'était clairement du sang. L'excitation m'a quitté d'un coup. Ce n'était pas une simple femme de joie.
Elle saignait. Elle était sur ses gardes. Et elle était prête à tout pour 30 euros. Mon cœur s'est serré. Hé, tu saignes là. Tu n'es pas blessé? À mes mots, les pupilles de la femme ont tremblé comme prises de panique. Elle a rapidement baissé sa manche pour cacher la blessure, et s'est collée à moi. Son regard, cette fois, n'était plus celui de la peur, mais d'une terreur absolue. Non, ce n'est rien. Je suis tombée. Monsieur. Démarrez. S'il vous plaît. Vite. Ils arrivent. J'ai tout de suite compris. Cette nuit, j'avais touché à quelque chose que je n'aurais pas dû. Qui la poursuivait. J'ai demandé avec insistance, en regardant le rétroviseur. Mais la femme s'est contentée de baisser la tête et de trembler. La fine bretelle de sa robe mouillée semblait sur le point de glisser. J'ai eu froid dans le dos. N'étais-je pas en train de m'engager dans une sale histoire? Fallait-il appeler la police? Mais la femme a saisi mon bras de sa main mouillée. Monsieur, démarrez. S'il vous plaît. S'il m'attrape ici, je suis morte. Et quand est à viste, à biaise. La force de sa prise était telle que mes doigts ont laissé des marques sur son bras. Son regard désespéré, ses yeux injectés de sang sous son maquillage épais, m'ont empêché de refuser. Au diable, fuyons cet endroit d'abord. J'ai démarré le moteur. Le moteur de mon camion de 25 tonnes a rugi, et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le camion s'était lancé, fendant la pluie pour rejoindre l'autoroute principale. Les essuie-glaces continuaient de danser, et un silence gênant régnait dans la cabine. La femme jetait des coups d'œil dans le rétroviseur, surveillant si quelqu'un nous suivait. Nous avons roulé une dizaine de minutes. Après s'être assurée que personne ne nous suivait, la femme a semblé se détendre un peu, se penchant contre le dossier. La chaleur du chauffage a commencé à sécher ses vêtements, et l'air dans la cabine est devenu étrange. L'odeur de parfum bon marché, de pluie et de la peau de la femme s'est mêlée, me piquant le nez, et mon vieux cœur d'homme seul a battu la chamade. En la regardant du coin de l'œil, sa fine robe fleurie, séchée et moulée sur son corps, révélait ses formes. « Reprends-toi, Jean-Luc. Es-tu une bête ?» Je me suis pincé la cuisse intérieure, et j'ai ramené la conversation sur les 30 euros. « Alors, maintenant que tu es un peu plus calme, dis-moi. Tu as dit que 30 euros suffiraient, n'est-ce pas ?» J'ai testé le terrain discrètement. La femme a repoussé ses cheveux derrière son oreille et m'a regardé. Sous la lumière intérieure, même avec quelques rides autour des yeux, ses traits étaient fins. Une tenue de femme de la nuit, mais son visage gardait une certaine noblesse. « Oui, je tiendrai ma promesse, monsieur. Pour 30 euros, je ferai tout ce que vous voulez. » « Très bien. Alors, on va aux toilettes de l'aire de repos, ou dans la couchette derrière la cabine. » J'ai posé la question de façon un peu grossière, juste pour voir sa réaction. Mais la femme a répondu de façon inattendue. « Monsieur, excusez-moi, mais pourriez-vous me déposer jusqu'à Marseille ?»« Marseille ? Oui. Si vous me déposez jusqu'à Marseille, je ferai tout ce que vous voulez pendant le trajet. Et les 30 euros, ce sera pour le voyage. » J'ai laissé échapper un rire moqueur. Donc, cette femme n'était pas là pour vendre son corps, mais pour trouver un moyen de s'échapper. Les 30 euros n'étaient pas pour ses services, mais pour son bus une fois arrivé à Marseille. J'étais déçu, mais d'un autre côté, mon cœur se serrait un peu. Elle devait être dans une situation désespérée, pour monter dans le camion d'un étranger au milieu de la nuit, prête à vendre son corps. Quelle femme malheureuse! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pour que tu t'échappes pieds nus au milieu de la nuit. J'ai soupiré. La femme a hésité, puis un gargouillement s'est fait entendre. Le silence dans la cabine a été rompu par le grondement de son estomac. La femme est devenue rouge écarlate et a saisi son ventre. Je ne sais pas combien de jours elle n'avait pas mangé, mais le bruit était déchirant. Sans un mot, j'ai ouvert le tiroir du tableau de bord, et j'ai sorti 2 barres chocolatées et une brique de lait que j'avais en réserve. « Tiens, mange ça. Tu auras besoin de force pour t'échapper. » La femme a répété. « Merci, merci, monsieur » et a commencé à dévorer. Elle mangeait si vite qu'elle s'étouffait. Elle ressemblait à un chaton mouillé, ça me fendait le cœur. C'est alors que des gyrophares ont traversé l'autoroute sur la voie opposée. Une voiture de gendarmerie. Ce n'était qu'une voiture qui passait. Mais dès que les lumières ont balayé le camion, la femme a hurlé et s'est recroquevillée sous le tableau de bord. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est juste une voiture de patrouille. Éteignez. Éteignez-moi les lumières. Il ne faut pas qu'il me voie. » La femme tremblait comme une feuille, s'accrochant à mon pantalon. Le pack de lait qu'elle tenait a éclaté, se répandant sur le sol.
Le lait blanc a imbibé le tapis rouge. Et pour moi, ça ressemblait à du sang. Les cheveux de la femme ont touché ma cuisse, et j'ai eu le souffle coupé. J'ai éteint la lumière intérieure. Dans l'obscurité, on n'entendait plus que la respiration haletante de la femme. N'était-elle pas juste poursuivie par des créanciers, si elle paniquait comme ça à la vue d'une voiture de police? Était-elle une fugitive? Mon cœur a commencé à battre la chamade. Dis-moi, tu as commis un crime grave? La police te recherche? J'ai demandé avec prudence, mais la femme a relevé la tête et m'a regardé. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Ce n'était plus le regard effrayé de tout à l'heure. C'était un regard déterminé, mais avec une lueur de haine. Monsieur, ne demandez rien. Si vous savez, vous serez en danger. Un frisson m'a parcouru tout le corps. Nous étions seuls dans cet espace clos. Soudain, la femme s'est redressée et a porté sa main vers la fermeture éclair de sa robe fleurie mouillée, et elle m'a regardé avec un sourire étrange. Je dois payer ma dette, monsieur. En disant cela, la femme a lentement baissé la fermeture éclair de sa robe. Le bruit de la fermeture éclair dans l'étroitesse de la cabine était assourdissant, comme s'il me déchirait les tympans. Honnêtement, j'ai dégluti. Quel genre de peau allait apparaître une fois, cette robe mouillée, collée au corps, retirée. Pour un homme seul qui n'avait pas vu une femme depuis 3 ans, c'était une tentation irrésistible. Mais je ne pouvais pas faire ça sur le bas-côté de l'autoroute. J'ai brusquement tourné le volant, et j'ai garé le camion sur le côté. Quand j'ai éteint les phares, la cabine a été plongée dans l'obscurité totale, et on n'entendait plus que le tapotement de la pluie. L'ambiance était incroyable. On le fait ici? La femme a demandé d'une voix tremblante, tournant légèrement l'épaule. La robe fleurie a glissé, révélant son épaule blanche. J'ai dégluti, et j'ai allumé la lumière intérieure. Il faisait trop sombre, et je voulais la voir plus en détail. Mais au moment où la lumière s'est allumée, mes yeux se sont écarquillés. L'excitation a été instantanément éteinte, comme si on avait versé de l'eau froide. Non, pire, j'avais l'impression que le sang me montait à la tête. Mais c'est quoi tout ça? Un crime a échappé. Sur la peau blanche de la femme, des ecchymoses bleuâtres étaient dessinés comme une carte. Ses épaules, ses côtes, aucune partie de son corps n'était intacte. Ce n'étaient pas des bleus causés par une simple chute. C'étaient les traces d'avoir été piétiné, battu et traîné comme un animal. Et il y avait même des marques de brûlures rondes sur l'intérieur de son bras, comme des brûlures de cigarettes. Mon Dieu, le sang que j'avais vu sur sa manche n'était rien. Cette femme était couverte de blessures. Je suis désolée. C'est laid, n'est-ce pas? C'est dégoûtant, n'est-ce pas? La femme s'est précipitée pour remonter sa robe, sanglotant, quand j'ai été choquée. Cette image m'a encore plus serré le cœur. Elle s'excusait d'avoir été battue. Son corps était dans cet état, et pourtant, elle était prête à se déshabiller pour 30 €. Mais ça n'empêchera pas de faire ce que vous voulez. Si vous éteignez la lumière, vous ne verrez rien. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez promis. La femme tremblait. Elle a pris ma main et l'a tirée vers sa poitrine. Le dos de sa main était aussi couvert d'ecchymoses. Soudain, j'ai revu le corps maigre de ma femme, décharné par la chimiothérapie, il y a 3 ans. Ma femme que je n'avais pas pu protéger. Une femme folle qui n'avait jamais dit qu'elle souffrait, même si elle souffrait. Et cette femme, elle aussi, était en train d'être détruite par quelqu'un. J'ai violemment repoussé la main de la femme, et j'ai remonté de force sa robe glissante, enveloppant ses épaules. « Arrête! Qui t'a fait ça ?» J'ai hurlé, et la femme m'a regardé, terrifiée. Mes yeux étaient humides. Ce n'était pas à cause du désir. C'était juste qu'elle était trop pitoyable. Et la réalité de cette femme, forcée de donner son corps pour 30 €, était trop dégueulasse. Des gros mots m'ont échappé. « Qui t'a fait ça? Quel salaud a mis une personne dans cet état? Dis-moi. » À mon coup de gueule, la femme a éclaté en sanglots, comme si elle relâchait toute sa douleur refoulée. La cabine étroite était remplie de ses sanglots. J'ai respiré fort, j'ai sorti une cigarette, et je l'ai mise à ma bouche. Mes mains tremblaient tellement en allumant mon briquet, que la flamme ne prenait pas. Il m'a fallu tirer une longue bouffée de ma cigarette pour me calmer. Après avoir longuement pleuré, la femme a ouvert la bouche d'une voix rauque. « Mon mari. Cet homme, il est fou de jeu. Il m'a enfermé et battu pendant des jours, menaçant de me tuer si je ne rapportais pas d'argent. Et hier, il a essayé de me vendre à ses créanciers. Tout s'est éclairci. Pourquoi elle s'était échappée pieds nus par une nuit pluvieuse? Pourquoi elle s'était cachée à la vue de la voiture de police? Pourquoi elle risquait sa vie pour 30 €? Pour elle, les 30 € n'étaient pas un prix pour son corps,
mais la seule bouée de sauvetage pour échapper à cet enfer. J'ai jeté la cigarette, que je fumais dans la pluie. Habille-toi correctement. Non. On ne fait rien. Tu m'as coupé l'envie. La femme m'a regardé, l'air perplexe. J'ai sorti mon portefeuille. Quelques billets de 50 €, mon argent de secours, sont apparus. Sans hésiter, je les ai tous sortis et les ai mis dans la main de la femme. Tiens, prends ça. À tout renconce. À tout transcend. Monsieur, je n'ai rien fait. Pourquoi? Pourquoi rien fait? Tu as dit que tu allais à Marseille, n'est-ce pas? Je t'y emmène. J'ai redémarré le moteur. Le bruit du moteur était puissant, et mon cœur résonnait avec lui. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Le visage d'un homme de 50 ans ridé, un homme qui, toute sa vie, n'avait jamais osé dire du mal aux autres. Mais cette nuit, je voulais être le protecteur de quelqu'un. En échange, parle-moi un peu pendant le trajet. Je m'ennuie à mourir aussi. Le camion a de nouveau commencé à rouler dans l'obscurité. La pluie avait un peu diminué, mais l'autoroute, enveloppée d'un épais brouillard, ressemblait à un autre monde. La femme, assise à côté de moi, avait enroulé ma veste autour d'elle et frissonnait encore. On entendait ses hoquets alors qu'elle ravalait ses larmes. Cela me rappelait le bruit que ma femme faisait il y a 3 ans, après ses séances de chimiothérapie, quand elle vomissait. Mon cœur se serrait. Sans un mot, j'ai sorti une canette de café du tableau de bord et je l'ai ouverte. Tiens, bois ça. Ça te calmera l'estomac. La femme a pris la canette de café de ses 2 mains tremblantes. Ses ongles étaient sales, ses jointures gercées. C'était une main qui avait connu toutes sortes de souffrances. Après une gorgée, elle a poussé un long soupir, comme soulagée. Merci, merci beaucoup, monsieur. Je l'ai regardé sans un mot. C'était un joli visage, et les ecchymoses qui le marquaient étaient une source d'une tristesse infinie. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu en arrives là? Pourquoi n'as-tu pas appelé la police? À ma question, la femme a de nouveau regardé par la fenêtre, le visage assombri. J'ai appelé la police, plusieurs fois. Mais cet homme, après être allé au poste, il devenait encore plus fou. Il disait qu'il n'avait rien à perdre, qu'il nous tuerait, moi et ma fille. Que là, tu as une fille? Oui, elle est en terminale. Elle est très douée à l'école. Cet homme a même volé l'argent de ses études pour le jouer. J'y suis allé pour le récupérer. La femme n'a pas pu continuer, se mordant les lèvres. Les marques de coups que j'avais vues étaient évidentes. Son mari, cette bête, l'avait battue comme un chien parce qu'elle lui avait demandé l'argent des études. Et les menaces de la vendre à ses créanciers. C'était un enfer. Alors ta fille, qu'est-ce qu'elle fait? Tu es venue seule? J'ai mis ma fille en sécurité chez une amie. Moi, j'ai couru dans la direction opposée pour détourner leur attention. Je vais me cacher chez une amie à Marseille, qui tient un restaurant. Et quand j'aurai gagné un peu d'argent, je ferai venir ma fille. Des larmes ont de nouveau coulé sur le visage de la femme. Une mère qui ne pensait qu'à son enfant, même si son corps était en lambeaux. J'ai serré le volant. J'étais tellement en colère que je ne pouvais pas le supporter. « Monsieur, êtes-vous seul ?» Après un long moment, la femme a demandé avec prudence. Elle regardait la photo de ma femme collée sur le tableau de bord. « Oui, ça fait 3 ans. Ma femme est partie avant moi, et je dors et mange dans mon camion. Oh, je suis désolée. Votre femme était très belle. Oui, très belle. Et son cœur était encore plus beau. Elle a souffert toute sa vie en rencontrant un homme comme moi, et à la fin, elle n'a même pas pu prendre tous les analgésiques qu'elle voulait parce qu'on n'avait pas l'argent pour l'hôpital. C'est de ma faute si j'étais incapable. » Ma voix s'est brisée. C'était la première fois que je partageais mes pensées les plus intimes avec cette femme que je venais de rencontrer. Être parce que nous partagions la même douleur. Non, monsieur, vous êtes une bonne personne. Vous auriez pu me laisser là, mais vous m'avez emmené, et vous m'avez donné de l'argent. Quelle bonne personne. J'avais de mauvaises intentions tout à l'heure. Mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Vous m'avez aidé. La femme m'a regardé avec un léger sourire. Son regard était si chaleureux. C'était comme si elle me disait « Ce n'est pas ta faute ». L'atmosphère dans la cabine est devenue plus douce. L'odeur de la pluie, du café et la respiration des 2 personnes se sont mêlées, créant un lien étrange. C'est alors que, vroom vroom, une vibration a retenti dans la poche de la femme. L'atmosphère paisible s'est instantanément figée. La femme a sursauté et a sorti un vieux téléphone à clapet de sa poche. Le visage de la femme est devenu pâle comme un drap blanc en regardant l'écran. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qui est-ce? C'est lui. Mon mari.
Numéro masqué. Ortiz Wang. Enfomas. La main de la femme tremblait. Et elle a accidentellement appuyé sur le bouton du haut-parleur. Personne n'a parlé de l'autre côté. Ce silence était encore plus effrayant. Quelques instants plus tard, la voix basse de l'homme, rauque comme du ferraille, a rempli le camion. « Hé, Juliette! Où es-tu en ce moment ?» La femme s'est couverte la bouche, incapable de respirer. J'ai jeté un coup d'œil furieux au téléphone. « Tu ne réponds pas ? Tu es dans un camion, n'est-ce pas ? C'est qui cette ordure ? Qui est ce salaud à côté de toi ?» Mes cheveux se sont hérissés. Il savait qu'elle était dans un camion. L'avait-il vue à l'air de repos ? Ou la suivait-il avec un tracker ? La voix de l'homme est devenue de plus en plus folle. « Sors tout de suite. Si tu ne sors pas, je tuerai ce salaud aussi. Tu es dans ma main, n'est-ce pas ? Tu vas vers le péage, n'est-ce pas ? Le péage ? Au loin, un panneau indiquait « Péage à 2 kilomètres ». Il savait vraiment. La femme a hurlé et a laissé tomber son téléphone. Oh, comment il a su ? « Monsieur, déposez-moi. Vite. Sinon, vous allez mourir aussi. » La femme a perdu la tête et a essayé d'ouvrir la porte du camion en mouvement. J'ai rapidement attrapé son bras d'une main et j'ai ramassé le téléphone tombé. « Hé, qui êtes-vous » j'ai hurlé. L'homme, de l'autre côté, a ri d'un air narquois. « Ah, regarde ce salaud. » À l'entendre, on dirait un vieil homme. « Si tu veux vivre longtemps, arrête le camion tout de suite. Fais descendre ma femme. Ferme-la. Si tu rappelles une seule fois, je te jure que j'appelle la police. » J'ai plié le téléphone en deux et je l'ai jeté par la fenêtre. J'ai eu l'impression d'entendre le téléphone s'écraser sur le sol de l'autoroute. Mais mon cœur battait la chamade. Il me poursuivait. Et de très près. Le téléphone était en 1000 morceaux, mais la peur ne s'était pas brisée. La femme était complètement choquée, elle tremblait. Dans la cabine, on n'entendait pas un souffle, sauf la pluie, et ce silence me rendait fou. Des sueurs froides me coulaient dans le dos. La voix de cet homme, ce n'était pas juste une menace. C'était la voix d'un homme qui allait vraiment tuer. « Monsieur, qu'est-ce qu'on fait ? Il a un flair incroyable. Il va nous suivre, c'est sûr. Déposez-moi, s'il vous plaît. Déposez-moi ici. » La femme sanglotait et a de nouveau saisi la poignée de la porte du camion. Descendre d'un camion roulant à 100 km/h, elle n'était pas dans son état normal. « Reprends-toi. Si tu descends maintenant, tu es morte. Que ce soit par les salauds qui te pourchassent ou écrasée par la pluie, tu es morte. » J'ai hurlé, et la femme a sursauté, retirant sa main. Puis elle a mis ses mains sur son visage comme une enfant, et a commencé à sangloter. C'était vraiment à en devenir fou. J'ai vérifié le rétroviseur. Dans l'obscurité totale, les lumières des phares des voitures qui nous suivaient me rendaient particulièrement nerveux. C'est alors qu'une camionnette est arrivée à toute vitesse sur la voie de gauche. Avec ses feux de route à fond, elle nous collait au pare-choc, nous menaçant. Normalement, elle aurait dû doubler, mais elle ne faisait que nous suivre. J'ai eu un pressentiment, c'était eux. Son mari n'était pas venu seul. Il était venu avec sa bande. Il nous collait pour vérifier la plaque d'immatriculation de mon camion. Si ça continuait comme ça, on allait se faire prendre au péage, ou pire, se faire écraser sur la route sans même pouvoir atteindre une aire de repos. La femme assise à côté de moi a regardé la voiture dans le rétroviseur et a hurlé. « Oh, cette voiture. C'est la voiture du junior de mon mari. Monsieur, vite. Allez plus vite. Et vesant-elle, que donitelo manse madel. » Le cri de la femme a serré ma prise sur le volant. Si on se faisait prendre ici, c'était la fin pour moi aussi. J'ai changé de vitesse et j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Le camion de 25 tonnes a rugi et a accéléré. Mais il était impossible de semer la camionnette agile. Au contraire, la route était glissante à cause de la pluie, et le camion a failli déraper. Ça ne marchera pas. On n'a aucune chance sur l'autoroute. Au loin, j'ai vu un panneau indiquant une sortie d'autoroute. J'ai fait semblant d'aller sur la voie de gauche, puis juste avant la sortie, j'ai brusquement tourné le volant et je me suis dirigé vers la voie de droite. Le poids lourd derrière moi a klaxonné, mais qu'est-ce que ça pouvait me faire ? Le camion a dérapé et a quitté l'autoroute pour une route nationale. Dans le rétroviseur, j'ai vu la camionnette sur la voie de gauche allumer ses feux de détresse et ralentir, l'air surpris. On les avait semés. Ouf, ACR, ACRs, DAS, ACRs, MAS, DAS, ISERAS, ACRs, MAS, ACRs, ISERAS.
Je pensais pouvoir souffler, mais la situation a empiré, en empruntant la route nationale. C'était une route de campagne sans lampadaire, et la pluie tombait encore plus fort qu'avant. Les essuie-glaces avaient beau tourner à toute vitesse, je ne voyais rien. Monsieur, où sommes-nous? Où allons-nous? Je ne sais pas. On va n'importe où pour échapper à ces salauds. Calme-toi. Je suis déjà nerveux de rouler sur une route inconnue, et tu es en plus inquiète à côté de moi, ça me rend fou. Pour couronner le tout, le GPS était en panne. Le signal ne passait pas à cause de la montagne. Nous avons erré dans l'obscurité, pendant environ 30 minutes. Une petite rivière est apparue, et la rivière en crue débordait sur le pont. Il était sur le point de déborder. Nous ne pouvions plus avancer. Impossible de faire demi-tour. La route était trop étroite, et je craignais que les salauds ne nous suivent. Devant, c'était l'eau. Derrière, c'étaient les salauds. C'était une situation inextricable. Ah! Quelle sale journée! J'ai frappé le volant en jurant, et la femme a pointé du doigt la fenêtre et a crié. Là! Monsieur! Là-bas! Il y a une lumière. J'ai regardé où la femme pointait du doigt. À travers les gouttes de pluie, une enseigne néon usée clignotait faiblement. Un bâtiment délabré, comme caché dans la forêt avant de traverser le pont. Il y était écrit « Auberge rose », mais à cause de l'ampoule grillée, on aurait dit « Auberge osseuse ». C'était lugubre, mais nous n'avions pas le choix. Entrons là-bas. On se cache jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Oui, oui, j'ai garé le camion dans un coin du parking de l'auberge, caché par un arbre. Quand j'ai coupé le moteur, tout est devenu silencieux, et on n'entendait plus que le tapotement de la pluie. La femme était toujours terrifiée et recroquevillée. J'ai poussé un soupir, et j'ai regardé la femme. Sa robe fleurie mouillée, son corps couvert d'échymose et ses yeux paniqués. Devoir entrer dans cette vieille chambre d'auberge avec cette femme cette nuit-là, l'inquiétude l'emportait sur les pensées étranges. Ne descends pas. Je vais d'abord aller voir s'il y a une chambre. Ziter. J'ai ouvert mon parapluie, et j'ai couru sous la pluie. J'avais les omoplates qui me brûlaient. J'avais peur que ces salauds ne nous suivent jusque-là. Et je craignais que cette femme, laissée seule dans le camion, n'ait de mauvaises intentions. Quand j'ai ouvert la porte de la vieille auberge, la sonnette a retenti avec une force inhabituelle. « Vous avez une chambre ? » ?»« Je veux une chambre avec un lit chauffant. » « Écoule par Gèse. » Le propriétaire, assoupi derrière le comptoir, m'a jeté une clé, les yeux mi-clos. J'ai payé, et en sortant, j'ai vu la femme recroquevillée sur le siège passager du camion. Elle ressemblait à un chien mouillé, et ça me serrait le cœur. Je lui ai mis le parapluie et l'ai emmenée à l'intérieur. La femme était si anxieuse qu'elle regardait constamment derrière elle, comme si le bâtiment allait s'effondrer. « Ne t'inquiète pas. Ils ne peuvent pas nous suivre jusqu'ici. Eux aussi sont bloqués à cause de la pluie. » Nous avons ouvert la vieille porte qui grinçait, et sommes entrés dans la chambre 2035. La chambre était en piteux état. Une odeur de moisissure nous a saisis, et le papier peint était jauni. Mais pouvoir s'abriter de la pluie était déjà une bénédiction. Au milieu de la chambre, un vieux lit solitaire. La femme se tenait près de la porte, hésitant, sans même enlever ses chaussures. « Qu'est-ce que tu fais ? Entre. Lave-toi et sèche tes vêtements. Ali Fongo. Ali Fongo. Monsieur, moi. Je vais ressortir un instant. Verrouille la porte. N'ouvre à personne. » J'ai ressorti sous la pluie, sans même déballer mes affaires. J'ai acheté 2 ramants instantanés, une bouteille de soju, des patchs antidouleurs et de la pommade à l'épicerie du coin. En revenant, j'ai frappé à la porte, et elle a demandé, effrayée, « Qui est là ?» Quand j'ai dit que c'était moi, elle a enfin ouvert la porte, et en voyant son regard de soulagement, j'ai eu les larmes aux yeux. « Tiens, mets ça. C'est à moi. Ce sera un peu grand. Mais c'est mieux que tes vêtements mouillés. » J'ai jeté mes vêtements de rechange, un jogging et un t-shirt, que j'avais apportés du camion. La femme est allée se changer dans la salle de bain, et est ressortie. Elle avait l'air si petite dans ce t-shirt trop grand. J'ai versé de l'eau chaude sur les ramants, et j'ai jeté le sachet de médicaments que j'avais acheté sur le lit. « Tu ne peux pas atteindre ton dos, tes épaules. Il faut que je te mette de la pommade, n'est-ce pas ?» La femme a écarquillé les yeux en voyant les médicaments. Ses yeux sont devenus rouges en me regardant. « Monsieur, pourquoi faites-vous tout ça pour moi ? Tais-toi. Si ça te fait des cicatrices, tu auras honte devant ta fille plus tard, n'est-ce pas ? Allons-y. » La femme a hésité, puis s'est assise sur le bord du lit, tournant le dos. Quand elle a légèrement relevé son t-shirt, le spectacle était toujours aussi horrible. Des ecchymoses bleues,
Des marques d'ongles. Des cicatrices de brûlure. J'ai essayé de ne pas trembler, en étalant la pommade sur ses blessures. Quand ma peau l'a touchée, la femme a laissé échapper un petit gémissement. Ce bruit, loin d'être suggestif, m'a déchiré le cœur. Quel salaud! Si je l'attrape, je le tuerai. J'ai réprimé ma colère, et j'ai même collé des patchs. Pendant que j'appliquais les médicaments, la femme sanglotait en silence. Assis tous les deux à manger des ramans, c'était une sensation étrange. Manger des ramans dans une vieille chambre d'auberge avec une femme que je venais de rencontrer. Mais je n'aimais pas ça. C'était réconfortant, comme un vieux couple. Bon, on va dormir maintenant, il faut bouger demain. Quand j'ai déplié la couette, la femme a sursauté et a essayé de descendre du lit. Monsieur, vous dormez sur le lit. Je dormirai par terre. Oh, non, j'ai mal au dos, je ne peux pas dormir sur le lit. Le sol est plus confortable. J'ai menti, et j'ai forcé la femme à s'allonger sur le lit, et moi, j'ai étalé ma couette sur le sol froid, juste devant la porte d'entrée. Au cas où ces salauds arriveraient, je voulais être le premier à les arrêter. Monsieur, j'éteins la lumière. Dors bien. Quand la lumière s'est éteinte, le bruit de la pluie a semblé plus fort. Je me suis tournée, mais le sommeil ne venait pas. J'ai veillé la porte, les yeux grands ouverts, jusqu'à ce que j'entende la respiration régulière de la femme du côté du lit. Comme il y a 3 ans, quand je veillais ma femme malade, je me suis dit, cette nuit, je suis le garde du corps de cette femme. J'ai dû m'assoupir un instant. Quand j'ai rouvert les yeux, l'aube pointait. Par habitude, j'ai regardé vers le lit, mais il était vide. La couette était pliée, et la femme n'était plus là. Madame Dupré, mon cœur a fait un bond. Se serait-elle enfuie avec l'argent? Où les salauds l'avaient-ils emmenée? C'est alors que j'ai entendu un bruit étrange, venant de la salle de bain. Boum, boum, hi. C'était comme un bruit sourd frappant le mur, ou un sanglot étouffé. Soudain, le pire scénario m'a traversé l'esprit. Ce qu'elle avait dit hier. Il a menacé de me tuer. Se serait-elle fait du mal? Madame Dupré, vous êtes là? Madame Dupré. Maître, t'osais ça? Je me suis levée d'un bond, et j'ai frappé à la porte de la salle de bain. La porte était verrouillée. À l'intérieur, on n'entendait que des bruits de coups, de l'eau, et des sanglots. Non, ne fais rien de stupide. Ouvre la porte. Ouvre tout de suite. Paniquée, j'ai tourné la poignée de la porte à en la briser, puis j'ai finalement défoncé la porte avec mon corps. Bang, bang, s'il vous plaît, que ce soit une personne. Bang. Ah. Ah, Jody. Ah. La vieille porte s'est ouverte avec un bruit fracassant. Je me suis précipitée à l'intérieur. Je m'attendais à voir du sang partout, mais ce que j'ai vu devant mes yeux était complètement inattendu. Madame Dupré, qu'est-ce que vous faites? J'ai hurlé, et la femme, accroupie sur le sol de la salle de bain, a sursauté et s'est retournée. Le sol de la salle de bain, que j'avais imaginé couvert de sang, n'était rempli que de mousse de savon. Et la femme tenait mes chaussettes sales et mon t-shirt trempé de sueur. Elle était en train de laver mon linge. Ses mains rougies par l'eau froide. « Ah, monsieur, vous êtes réveillé ?» La femme a essuyé ses mains mouillées sur son tablier et s'est levée maladroitement. J'étais tellement soulagée que j'ai failli m'effondrer en me retenant au chambranle de la porte. Je pensais qu'elle était en train de se suicider, mais elle était en train de laver mes sous-vêtements. « Mais pourquoi avez-vous verrouillé la porte et m'avez fait peur comme ça? J'ai cru que vous alliez faire une bêtise. » J'ai rétorqué d'un ton brusque. La femme a baissé la tête et a dit d'une voix à peine audible. « Je suis désolée. Je ne pouvais pas partir comme ça, j'étais tellement reconnaissante. C'est la seule chose que je pouvais faire pour vous. Je voulais laver le linge avant de partir. » En entendant ces mots, j'ai eu le nez qui me piquait. Son corps était couvert de blessures, elle était poursuivie. Et pourtant, elle était reconnaissante pour un simple ramen, et lavait mon linge à l'eau froide à l'aube. Cette femme était vraiment trop gentille. J'ai retiré le linge de ses mains, et je l'ai jeté dans une bassine. Ça suffit. Sors. Le linge, c'est la machine à laver qui le fait, pas une personne. Allons-y vite. Ils seront plus actifs, une fois le soleil levé. Nous avons quitté l'auberge en catastrophe. Heureusement, la pluie avait cessé, mais le brouillard était toujours là. J'ai redémarré le camion, et nous avons repris la route vers Marseille. Après 1 heure de route, le péage de Marseille est apparu au loin, et l'ambiance était tendue. Les voitures de gendarmerie bloquaient même la voie de télépéage, qui était normalement libre, et arrêtaient les voitures une par une pour les contrôler. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai instinctivement freiné. Le visage de Madame Dupré,
assise à côté de moi, est devenue pâle comme un drap blanc. Se pourrait-il qu'il ait signalé quelque chose? C'est possible. Un signalement de vol ou d'enlèvement. En tout cas, si on passe avec une femme assise sur le siège passager, on est pris à 100%. Les voitures devant nous s'alignaient. Et c'était bientôt notre tour. Impossible de descendre ou de faire demi-tour. Madame Dupré tremblait comme une feuille et a attrapé mon bras. « Monsieur, je descends ici. À cause de moi, vous allez être arrêté aussi. Reste calme. J'ai une idée. » J'ai montré la couchette étroite derrière le siège conducteur. C'est l'endroit où je fais la sieste pendant les longs trajets, et elle était pleine de couvertures et de bric-à-brac. « Va derrière là-bas. Couvre-toi avec la couverture et reste immobile sans respirer. D'accord ?» Madame Dupré a rapidement retiré ses chaussures et s'est recroquevillée dans le coin de la couchette. J'ai jeté une épaisse couverture d'hiver par-dessus elle et j'ai éparpillé des oreillers et des magazines pour que ça ait l'air d'un compartiment de rangement en désordre. Toc toc. J'ai tourné la tête en entendant frapper à la fenêtre. Un gendarme me saluait. J'ai dégluti et j'ai baissé la fenêtre. « Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Bonjour, monsieur. Nous effectuons un contrôle routier. Auriez-vous vu une camionnette suspecte ou une femme sur le bas-côté en venant ? Une camionnette et une femme. » Il était clair que ces salauds avaient agi. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai bâillé le plus calmement possible, et j'ai répondu. Non, il pleuvait trop fort. Je ne voyais rien devant. Je n'ai rien vu. D'accord. Merci de votre coopération. Pourriez-vous me montrer votre permis de conduire, juste au cas où ? J'ai sorti mon permis de mon portefeuille et je le lui ai tendu. Pendant que le gendarme vérifiait mon permis, son regard vif a balayé l'intérieur du camion. Le tableau de bord, le siège passager, et même la couchette derrière le siège conducteur. « S'il vous plaît, ne vous faites pas prendre. » Une sueur froide a coulé dans mon dos. C'est alors que le regard du gendarme s'est arrêté sur le porte-manteau du siège passager. Ah, j'avais oublié que j'avais accroché la robe fleurie mouillée que Madame Dupré portait pour la faire sécher. « Monsieur, vous n'avez pas dit que vous conduisiez seul ?» La voix du gendarme s'est abaissée. Sa main est allée vers la radio à sa ceinture. « Oui. Je suis seul. Alors, c'est quoi ce vêtement de femme ? Il semble avoir été mouillé récemment. Mon esprit est devenu vide. Si je disais un mot de travers, c'était la fin. J'avais l'impression d'entendre la respiration de Madame Dupré sous la couverture de la couchette. J'ai regardé le gendarme droit dans les yeux, dans le rétroviseur, et j'ai ouvert la bouche d'une voix très calme, mais amère. « Ah, ça, c'est ma femme. » « Votre femme ? Où est votre femme ? Elle est partie il y a 3 ans. Aujourd'hui est son anniversaire. Alors je l'avais emmenée pour lui montrer la plage qu'elle aimait avec cette robe, mais elle a été mouillée par la pluie. J'ai désigné du menton la photo mortuaire de ma femme collée sur le tableau de bord. Le gendarme a regardé la photo de ma femme, la robe ringarde accrochée au porte-manteau, et mon visage ridé, tour à tour. Quelques instants plus tard, l'expression du gendarme s'est adoucie. « Ah, je vois. Je suis désolé. Je me suis permis. Un chor de le t'aimait, abaisse, mais ma fin. Non, ce n'est rien. Bonne continuation. » Le gendarme m'a salué et a dégagé la voie. Au moment où je remontais la fenêtre et que je quittais le péage, mes jambes ont lâché, et je n'ai pas pu appuyer sur l'accélérateur. C'était le genre de moment où l'on se dit qu'on a eu chaud. « Madame Dupré, vous pouvez sortir maintenant. » C'est passé. À mes mots, la couverture à l'arrière a bougé, et Madame Dupré a sorti son visage en sueur. Elle m'a regardé, les yeux pleins de larmes, et j'ai laissé échapper un petit rire. Décidément, ma femme, même morte, a sauvé une vie. Après avoir traversé le péage de Marseille en toute sécurité, nous avons roulé un long moment jusqu'à une ruelle de restaurants délabrée à la périphérie de la ville. Le jour se levait, la pluie qui était tombée toute la nuit avait cessé, et le soleil du matin se levait, rouge, à travers les nuages. Madame Dupré est descendue du camion et a lissé ses cheveux emmêlés. Il était temps de nous séparer pour de bon. « Monsieur, merci beaucoup. Je n'oublierai jamais cette gentillesse. » Madame Dupré a incliné la tête à plusieurs reprises. J'ai feint l'indifférence et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée de ma poche. De l'argent liquide que j'avais retiré en catastrophe à l'épicerie hier soir. C'était 300 €, tout mon argent de secours. « Tiens, prends ça. Mes beaux 6 oncelles. À Sanayong. » Madame Dupré a ouvert l'enveloppe et, choquée, me l'a rendue. « Oh monsieur, c'est trop. Je n'ai besoin que de 30 € pour le voyage. »
Qu'est-ce que tu vas faire avec 30 euros? Il faut manger, aller dans un hammam pour te laver, et t'acheter des vêtements, n'est-ce pas? Et tu as dit que tu avais besoin d'argent pour faire venir ta fille. Mais c'est trop d'argent. Quel droit ai-je? Ne t'inquiète pas du droit, prends-le. Considérez ça comme une dette envers moi, et quand tu auras gagné beaucoup d'argent plus tard, tu me le rembourseras. D'accord? Tu pourras m'offrir un bol de soupe. J'ai faim la colère, et les larmes ont de nouveau coulé sur le visage de Madame Dupré. Elle a serré l'enveloppe de ses mains tremblantes, puis elle s'est soudainement agenouillée devant moi et s'est prosternée. Elle pleurait à chaudes larmes, le front contre l'asphalte, sans se soucier des regards des passants. « Monsieur, merci beaucoup. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai avec acharnement et je vous rembourserai cette gentillesse. » Je l'ai rapidement relevée. Mes yeux aussi étaient humides. J'avais l'impression de retrouver la chaleur de la main que j'avais tenue quand j'avais dit au revoir à ma femme il y a 3 ans. Ça suffit. Ne pense pas à me rembourser, vis simplement bien. Ne te fais pas prendre par ce salaud et sois heureuse avec ta fille. C'est tout ce qui compte. Ma sœur, Azantez, 2 ans, 2 ans tes ans. Je l'ai poussé dans le dos. Je suis vite montée dans le camion, de peur de me mettre à pleurer. Quand j'ai démarré le moteur et que j'ai regardé dans le rétroviseur, Madame Dupré me faisait signe de la main jusqu'à ce que mon camion disparaisse de sa vue. Ses larmes, scintillant sous le soleil du matin, se sont gravées profondément dans mon cœur. Et ainsi, nous nous sommes séparés. Je pensais que nous ne nous reverrions plus jamais. 1 an plus tard, par un après-midi ensoleillé de printemps, je roulais sur l'autoroute comme d'habitude. La fatigue me submergeait, alors j'ai augmenté le volume de la radio. Le DJ était en train de présenter une histoire. Voici la prochaine histoire de Madame Isabelle, qui a ouvert un restaurant appelé La Table de Jean-Luc à Marseille. La chanson demandée est pour toujours de Patrick Bruel. La Table de Jean-Luc. C'est le même nom que moi. J'ai écouté la radio sans y penser. Il y a 1 an, par une nuit pluvieuse. Un chauffeur de poids lourd m'a emmené sans rien demander en retour. Alors que je fuyais la violence de mon mari, pieds nus. Il a soigné mes blessures et m'a donné 300 €, tout son argent. Grâce à lui, je n'ai pas sombré et j'ai survécu. Avec cet argent, j'ai ouvert un petit restaurant, et maintenant, je vis heureuse avec ma fille. Je ne connais pas le nom du chauffeur, mais je me suis souvenu de l'autocollant Jean-Luc D. sur le pare-brise de son camion, alors j'ai appelé mon restaurant La Table de Jean-Luc. Si vous entendez cette émission, s'il vous plaît, venez me voir. J'aimerais vous offrir un bon repas. J'ai garé le camion sur le bas-côté. Ma vue était brouillée, et je ne pouvais plus conduire. J'ai enfoui mon visage dans le volant, et j'ai pleuré longuement. Elle était vivante. Elle avait survécu à cet enfer, et s'en était sortie, défiant le destin. Les 300 €, ce n'était qu'une petite somme, mais j'ai réalisé ce jour-là que cela pouvait changer la vie de quelqu'un. La chanson, Pour toujours, de Patrick Bruel, passait à la radio. J'ai regardé la photo de ma femme, les yeux humides, et j'ai dit « Ma chérie, j'ai bien fait, n'est-ce pas? Tu m'entends aussi du ciel, n'est-ce pas ?» Ma femme sur la photo semblait sourire plus que jamais ce jour-là. La pluie avait cessé, et j'avais l'impression que la longue saison des pluies de ma vie venait enfin de se terminer. J'ai essuyé mes larmes, et j'ai appuyé avec force sur l'accélérateur. Un jour, si je vais à Marseille, j'irai manger un bon repas à la table de Jean-Luc. D'ici là, que nous allions tous bien. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Pour certains, 30 €, c'est juste le prix d'un verre. Pour d'autres, au bord du gouffre, c'était une bouée de sauvetage. Tout comme la main rugueuse de Jean-Luc a sauvé Isabelle, un mot gentil de votre part peut changer la vie de quelqu'un. Chers membres de la famille, cette histoire vous a-t-elle touché? Ne gardez pas cette émotion pour vous, partagez cette vidéo avec un ami ou un proche qui traverse une période difficile. Cette histoire leur apportera un grand réconfort, comme les 300 € de Jean-Luc. Quand le monde vous semble froid, venez toujours ici. Abonnez-vous et activez les notifications, et nous continuerons à vous tenir compagnie avec des histoires riches en sagesse et en profondeur. La vie de chacun d'entre vous connaîtra aussi ce printemps éclatant que Madame Isabelle a retrouvé. Merci. Pour continuer à découvrir des histoires profondes au crépuscule de la vie, abonnez-vous et activez les notifications, et soutenez-nous avec un like. Votre clic est une grande source de motivation pour la création de mes vidéos. C'était, qui parle de l'amour tardif qui renaît au crépuscule de la vie, et de la solitude et du courage que nous pouvons tous expérimenter.